Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est le retour du podcast 10e Dan. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que je vais recevoir Sephora Corché qui est judokate, mais pas que. Maintenant samboïste, c'est comme ça qu'on dit? C'est cela. Samboïste, donc spécialiste des arts martiaux. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est que le sambo, pourquoi tu as arrêté le judo, etc. On va avoir pas mal de sujets à aborder. Donc bienvenue chez 10e Dan, je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, donc comme je le disais, un épisode où on va parler de judo et de sambo. C'est la première fois qu'on le fait, donc je suis vraiment content parce que c'est vrai qu'habituellement on parle judo exclusivement. Mais bon, tu viens du judo, donc ça va être intéressant de parler de tout ça. Je te propose qu'on commence directement. Là, tu reviens tout droit des World Combats C'était où, en Arabie Saoudite? C'est ça. En Arabie Saoudite, donc comment ça s'est passé déjà? Comment tu vas? Parce que là, j'imagine que tu es en décalage horaire encore. C'est vrai que je suis un peu KO parce que j'ai enchaîné 2 compètes. Mais ça va, je suis contente parce que j'ai ramené 2 belles médailles. De belles médailles, c'est ça qu'il faut dire. C'est que tu reviens d'Arabie Saoudite, mais tu reviens pas les mains vides. Tu as fait médaille de bronze en individuel, et l'or par équipe. Comment tu peux nous expliquer un petit peu cette compétition? Qu'est-ce que tu attendais de cette compétition, toi? Alors, en toute honnêteté, j'attendais de gagner en indiv, bien sûr. Mais après, je me suis inclinée contre celle qui va gagner le tournoi, justement, qui est la championne du monde en titre et qui a un peu plus d'expérience que moi en sambo. Donc, je suis un petit peu déçue parce que, bien sûr, j'aurais aimé gagner, mais je reste quand même les pieds sur terre en me disant que je vais la savourer quand même, cette médaille de bronze, parce qu'elle me fait plaisir. Oui, c'est clair. Et en judo, on a tendance à dire qu'une médaille, c'est jamais négligeable. En sambo, on dit la même chose parce que c'est vrai que c'est un sport qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins pratiqué. Je ne sais pas en termes de licenciés à combien en France on est, mais ça ne doit pas être énorme. En plus, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi les soucis intra-fédération. Donc, comment les gens voient le sambo à l'extérieur? Les gens autour de toi, ils connaissent le sambo? Alors vraiment, non. Je suis obligée toujours de faire le speech et expliquer un petit peu ma discipline, mais moi ça me fait plaisir parce que du coup, je me dis que ça permet aux personnes de se coucher moins bêtes, on va dire. Non, Je rigole. c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'arts martiaux dont on parle peu. Alors, je suis le premier à dire que le judo, on n'en parle pas assez. Alors là, sur le sambo, c'est encore pire. On va commencer par le judo. Toi, on va dire que l'enfant Sephora Corché, comment elle arrive au judo? Alors moi, je découvre le judo lors d'une activité extrascolaire. C'est-à-dire que mon premier entraîneur, je le rencontre parce qu'il venait pardon. Vas-y, je t'en prie. nous apprendre un petit peu le judo quand j'avais 6 ans. Et il a tout de suite vu en moi quelqu'un qui était à fond dans Il a le vu le judo. potentiel. C'est ça, exactement. Et il m'a proposé de venir pratiquer dans son club. Et au début, ma mère, elle n'était pas trop encline parce que j'étais la plus petite, même si j'ai pas trop grandi, mais Et puis les sports de combat. On peut exactement. imaginer. Et puis financièrement aussi, c'était un peu compliqué. Donc pour la convaincre, il m'a offert mon premier kimono. Donc Ça aide. exactement. Là, il n'y a plus le choix. Exactement. Et du coup, voilà, j'ai découvert le judo comme ça, donc dans mon club en Guyane, parce que j'ai grandi en Guyane. Tu es originaire de Guyane. Oui, Exactement. on n'a pas précisé, mais c'est vrai que tu viens de Guyane et on va y revenir après. Donc, premier kimono, tu montes sur le tapis et tout de suite, toi, tu te prends au jeu? Oui, oui, j'ai toujours adoré le judo, vraiment. En plus, j'ai tendance à dire que c'était le seul sport où j'étais forte parce que dans tous les autres sports, je suis nulle, mais On va dire que c'est pas tes sports. voilà, c'est ça. Et tu as trouvé le judo, c'est bien là l'essentiel. Donc, tu te retrouves enfant à faire du judo et très vite, tu commences à performer. En Guyane, est-ce que vous aviez des judokas avant qui performaient avant toi? Alors, je ne vais pas dire des gens forcément que tu prenais en modèle, mais on va dire les exemples pour les Guyanais, c'était qui? Et surtout, est-ce que toi, ça t'a influencé? Ah bah bien sûr, on en a pas beaucoup, c'est sûr, mais on en a. On a notamment l'INSEP Sansamoy, donc qui est aussi guyanaise et qui était à l'INSEP, qui a des résultats à l'international.
Et puis bien sûr, Lucie Décos. Forcément. Là, tout de suite, ça parle peut-être un petit peu plus. Multiple médaillée internationale, olympique, etc., qui est peut-être une des plus grandes judokates françaises de l'histoire. Et donc, toi, ça représentait quoi pour toi, le fait de performer? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'il y avait derrière des idées dans ta tête ou est-ce que tu faisais ça vraiment naturellement et tu te prenais pas la tête? Ah non, non, pour moi, j'avais l'objectif d'un jour intégrer l'INSEP, d'un jour aussi faire les Jeux Olympiques, d'être aussi performante que mes compatriotes. Et ça, cet état d'esprit-là, tu le tiens, cette famille, tu le tiens ou c'est vraiment très personnel à toi et t'es juste une warrior et tu t'es prête à tuer tout le monde quand tu montes sur le tapis? Bon, je pense que c'est l'état d'esprit de la famille, même si je suis la seule à être sportive de haut niveau. Mais dans la manière d'être, je pense que dans la famille, on est comme ça, on lâche rien. Donc ouais, effectivement, quand tu commences à performer, bah forcément, tu commences à être, on va dire, démarché. En tout cas, il y a des pôles qui commencent à rentrer en contact avec toi. Quel pôle s'intéresse à toi en premier lieu? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs ou est-ce que très vite, il y en a un qui s'est intéressé à toi et qui t'a dit welcome? Alors en fait, nous, la particularité de la Guyane, c'est qu'on était en relation avec le pôle espoir de Rennes. Parce que l'INSEE Sansama, elle était passée là-bas. Donc tous les Guyanais, ensuite, on partait là-bas. Donc moi, j'avais posé une candidature et j'avais été acceptée. Et c'est à l'issue, du coup, après ma médaille au championnat de France cadet, où je fais 3e, que je postule à Orléans. Donc je passe les tests de sélection et je suis prise d'emblée. D'ailleurs, tu parles de cette médaille en cadet, c'est la première. Comment ça a été perçu dans la famille quand tu ramènes une médaille nationale? J'imagine que là, il commence à y avoir de la fierté. Les frères, les sœurs, les parents, tout le monde commence à être un peu heureux pour toi. Et là, ça devient vraiment concret pour le coup. Exactement, surtout que en Guyane, on n'est pas nombreux. Et le championnat de France, c'est incroyable pour nous. Et surtout, je ramène ma médaille au bout d'une année en pôle espoir. C'est ce qui était aussi incroyable parce que au niveau de la charge d'entraînement, c'était complètement différent, même si c'est un pôle espoir. Pour vous donner un exemple, en Guyane, je m'entraînais 2 fois par semaine, alors qu'en arrivant ici, je m'entraînais 2 fois par jour. Voilà, c'est ça. Oui, ça fait un vrai changement. Et Exactement. pour le coup, les championnats avaient eu lieu où? Parce que on le voit souvent aussi, il y a que ce soit les Guyanais ou les Antillais, que quand il y a des championnats, ils doivent se déplacer aussi. Ça rajoute aussi une contrainte parce que c'est pas le même temps de trajet. Hein. Quand il y en a, ils prennent la voiture, bah, vous, c'est peut-être un peu plus long. Tu étais déjà sur place du coup pour ces championnats. Exactement. Donc c'était plus simple à gérer. Voilà. Mais j'imagine que de temps en temps, quand il y a ces déplacements-là, ils sont difficiles à assimiler et que c'est une contrainte pour vous en plus dans les dom-toms et même dans les territoires d'outre-mer. Exactement, exactement. Déjà, avant d'intégrer le pôle espoir, j'avais participé justement aux sélections du championnat de France l'année d'avant. Et oui, on avait dû faire le déplacement. Déjà, il faut s'adapter avec le changement climatique. Ça, c'est pas pareil. Hein. Non. En ce moment, on peut en parler. On tourne. On est mi-octobre. Il pleut à peu près toute la semaine. C'est ça. Bon, maintenant, ça y est, t'es habitué, mais je sais pas. pas encore. Mais oui, donc ça aussi, ça a été un vrai choc pour toi. Ah oui, l'adaptation, en toute honnêteté, c'était compliqué. Hein, parce que quand on passe de 32 degrés, 33 et à 5, 6, moins... T'étais équipé ou pas du tout? Alors au début, non. Mais j'ai vite dû m'équiper. Ouais. Et t'arrives chez la famille, enfin, t'as des repères ici ou c'était vraiment la grande aventure pour toi? Alors non, j'ai de la famille ici, mais à Rennes, j'avais personne. Donc ma mère, elle nous avait pris un appartement parce que je suis arrivée avec une compatriote, donc j'avais 14 ans. J'étais en appartement, on était toutes les deux, donc on était assez autonomes. Donc la semaine, on était en internat et le week-end, comme on n'avait pas de famille et que c'était compliqué de trouver de famille d'accueil, on était toutes les deux en appart. Et ça se passait bien, c'était pas parce que c'est pareil pour les gens qui connaissent pas le principe. Tu peux expliquer quand on est en pôle comment ça se passe la semaine, les week-ends, parce qu'il y en a qui rentrent chez eux de temps en temps. Bah, vous rentrez pas. Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un petit peu la semaine en pôle? Alors en pôle, moi quand je suis arrivée à Rennes, j'étais en journée en cours.
Et j'allais à l'entraînement le soir ou parfois du coup le matin et le soir, donc j'enchaînais. Donc en semaine, on était en internat, donc il n'y avait pas de souci. Mais le week-end, effectivement, l'internat était fermé, donc il fallait effectivement rentrer soit chez soi. Et moi, c'était un peu compliqué parce que 8000 km, Oui, ça fait un peu cher les déplacements le c'est week-end. ça. Ouais. Oui, donc tu restais sur place et tu faisais quoi concrètement? Parce que quand les autres, ils ont leur famille, toi, bah, c'est bien, tu sors un petit peu. Mais alors, les Rennais ne m'en tiendront pas rigueur. Mais c'est pas non plus la ville la plus animée qui soit. Il y a des choses à faire, mais c'est pas facile le week-end de devoir trouver des choses à faire, j'imagine. Si, si, il y a beaucoup de choses à faire. C'est La vrai? Bretagne, c'est génial. Ah, c'est vrai, parce qu'en plus, tu passes de la Guyane à la Bretagne. Oui, Mais mais j'aime n'y trop coule la pas tant que ça. Bretagne. C'est vrai? Ah oui, Du coup, c'est ton, comment dirais-je, ta région d'adoption. c'est ça, c'est ça. Ok, donc là, tu es en pôle. Et là, la suite des événements pour toi, c'est quoi? Tu commences à rentrer sur le circuit national, à faire tes performances. Et très vite, passé junior, tu vas commencer à performer. Mais entre-temps, tu passes d'un pôle espoir à un pôle France aussi. Exactement. Et du coup, le pôle France, c'était à Orléans. Donc, à l'issue de ma médaille, je passe cette sélection, je suis acceptée. Et bah, pour le coup, on manque encore d'un cran parce que pôle espoir à pôle France, c'est-à-dire que le pôle France, on a des seniors aussi avec nous en tant que juniors. Donc, la difficulté des entraînements était vraiment, vraiment, vraiment. Et puis Orléans qui est peut-être un des plus gros pôles, voire il a été longtemps le plus gros pôle, le pôle France en judo. Là, ça reste un top pôle en France. Et forcément, bah, tu n'as pas les mêmes adversaires non plus, pas les mêmes âges en face de toi. Et comment toi, tu assimiles tout ça? Alors, au début, c'était compliqué, je vais pas vous mentir. Mais après, je dis toujours qu'il faut s'adapter, il faut laisser le temps au temps. Et bah, j'ai réussi à m'adapter et petit à petit à performer et à croire en moi, tout simplement. Ça, ça a été difficile dans un premier temps ou tout de suite, tu as eu les pieds dedans et tu t'es dit, en fait, je me pose pas de questions, je suis là, je mérite d'être là? Ou est-ce qu'à un moment, on doute un petit peu, on se remet en question? Alors, au début, non, moi j'avais la mentalité, je suis là, je mérite d'être là. Voix douce, mais par contre, tu sais Voilà. pourquoi tu montes sur le tapis, sur l'air de Sambo aussi, tu sais pourquoi tu es là, quoi. Exactement. Et après, c'est vrai que des fois, j'ai eu des désillusions parce que j'ai pas toujours gagné, hein. Au C'est, judo, on perd plus qu'on gagne, hein. Dans le c'est, sport en général même. c'est vrai. Et du coup, des fois, j'avais des remises en question, mais j'avais aussi un entourage qui me permettait de croire en moi et de continuer à me dire, bah, ça va payer, en fait, continue de t'entraîner et puis tu vas avoir tes médailles, c'est tout. Et tu les as très vite. Parce que très vite en junior, tu passes des sélections pour bah, tu fais les championnats du monde, tu fais les championnats d'Europe, tu fais 2 médailles, tu fais 3 ou 2. Là, tout de suite, bah, tu passes référence dans ta catégorie qui est moins de 48 kilos. Euh, Tu passes d'un statut où comment dirais-je, de courir après les gens, et là, bah, c'est les gens qui te courent après. Comment tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là, du coup? Parce que quand on performe, forcément, on est la personne à abattre et forcément, des gens, ils veulent ta place. Ce qui est normal, hein, en bonne et due forme, mais il n'y a pas de sens péjoratif là-dedans. C'est que dans le sport, c'est comme ça, et en judo en particulier, c'est qu'il n'y a qu'une place pour les grands championnats, en général, à peu près une. Et là, ils voulaient tous ta place, et toi, tu as réussi à prendre les médailles. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu étais numéro 1 à ce moment-là, selon toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, c'est une bonne question. Parce que vous êtes tous jeunes, vous avez tous faim, mais toi, tu as eu peut-être plus faim et tu fais surtout 2 grosses médailles à 2 échéances. Les mondes juniors, on sait qu'il y a des grosses têtes d'affiche qui se révèlent après et qui performent sur le circuit aussi senior. Donc, pourquoi Sephora Corché, elle était plus forte que les autres à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que tu en voulais plus? Est-ce que c'est parce que aussi tu étais loin de ta famille? Est-ce que tu as des explications à ça ou tu n'y as jamais réfléchi? Alors franchement, j'y ai jamais réfléchi. Je me suis juste pas posé de questions. Je me suis dit, je suis là parce que je le mérite. Je suis là parce que j'ai le potentiel pour. Donc go. C'est assez simple hein, quand on se pose pas de questions finalement. Et tu fais ces médailles, encore plus de fierté dans la famille, j'imagine. Ah bah oui, parce qu'en plus, pour la petite anecdote, ma mère, elle n'est jamais venue me voir à aucune de mes compètes. C'est tout le temps ma marraine ou la famille qui m'a amenée. Et quand je suis arrivée à Abu Dhabi,
J'étais choquée parce que ma mère, elle avait fait le déplacement et du coup, j'avais une pression monstre parce que je me suis dit, oh là là, elle vient jamais et là, je la vois à Abu Dhabi. Eh ben, on sait pourquoi tu as performé du coup. Elle est là l'explication. C'est qu'il y avait la famille et tu t'es senti, alors tu dis une pression, mais c'était une bonne pression parce que tu avais envie juste de les rendre fiers, j'imagine. C'est ça, en fait, je voulais pas les décevoir parce que je me suis dit, autant de kilomètres. Ils ont bien mérité le voyage. Tu repars avec la médaille. À l'époque, quand tu es au pôle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a des judokas qui, sur le circuit aujourd'hui, que les gens peuvent peut-être connaître et qui sont avec toi au pôle à Orléans à l'époque, qu'on voit sortir aujourd'hui? Ou est-ce que, comme dans le sport en général, il y en a beaucoup qui ne sortent pas forcément sur le haut niveau, le très haut niveau, on va dire, circuit international? Alors moi, ma génération, Ta il y génération, ouais. avait... Oui, parce que on dirait pas, mais je suis vieille un peu. T'as quel âge juste pour les gens? Parce J'ai que... 26 ans. Ouais, voilà. Merci. Bon, je ne dirai pas moi mon âge du coup. Non, Ok. mais Non, mais c'est bon, le message est passé. Donc, ouais, t'as 26 ans et ta génération. Donc, du dis-nous. coup, il y avait Astrid Nieto, Sarah Arachi, Walid Kiar, Aurélien Diès. Voilà. Donc, il y en a. Alors, Astrid Nieto, effectivement, que j'avais reçu il y a très longtemps. C'était une des premières qui a fait une interview avec nous et qui, effectivement, est numéro 2, on va dire, en 52 kilos. Après, tu m'as dit avec qui? Walid Sarah Kiar, qu'on Arachi voit. aussi. Sarah Arachi, qui est aux Flammes, C'est du coup, ça. aux Flammes 91. Walid Kiar, qui vient de signer au PSG et qui sera aux Jeux Olympiques l'année prochaine, très certainement. Et le dernier que tu m'as dit, c'est Aurélien Aurélien Diès. Diès, qui là sort aussi cette année au championnat d'Europe. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Donc une belle génération. Euh, Toi, comment ça se passe après? Parce que tu as performé, donc là forcément tu as le droit de sortir sur le circuit international. Tu fais quelques résultats sur le circuit international. Et comment ça se passe la suite? Alors ça se passe pas comme prévu parce que effectivement moi j'ai pas réussi à maintenir le très haut niveau. J'ai aussi beaucoup été rattrapée par les blessures. Malheureusement, je me suis fait opérer de l'épaule et après j'ai enchaîné les complications. Et c'est vrai que j'arrivais à de temps en temps prendre des petites médailles sur des Open internationales ou autres, mais j'ai pas réussi à passer le cap quoi. Ouais, les Open, c'est l'entre-deux, on va dire, C'est parce qu'il ça. y a les grands slams. Alors, les grands championnats, je mets ça à part, mais il y a les grands slams, après, il y a les Open. Euh, alors, ça reste des médailles, c'est important, mais c'est vrai que quand on a fait médaille au monde, même en junior, derrière, on a envie de sortir sur les grands championnats seniors. Tu parlais des blessures. On va faire très général. Au judo, les blessures, qu'est-ce que ça représente? Tu parlais de l'épaule, c'est peut-être un des endroits où on se blesse le plus, très clairement. Toi, qu'est-ce que tu as eu exactement à l'épaule? Tu as dû être opéré? Ah oui, j'ai été opérée, donc j'ai une butée, je vis avec une vis. D'accord. Après, j'ai eu aussi le genou. J'ai eu pas mal. Enfin, j'ai eu le latéral interne, j'ai eu le croisé. J'ai eu. Ça veut dire un an quasiment à chaque fois Hmm, pour revenir? J'étais pas au stade de l'opération, mais c'était des D'accord. grosses entorses, donc forcément 6 mois, 4 mois, 5 mois. Et en fait, c'est un peu l'usine, hein, le judo, hein. Malheureusement, il faut pas s'arrêter parce que derrière, ça continue, ça tourne et Bah, c'est ça, tu dis effectivement que c'est l'usine. Ouais, en fait, il y a un tel vivier de jeunes talents qu'au moment où toi, tu te blesses, et bah, forcément, il y en a d'autres qui performent. Et on prend ta place, donc de numéro 1 de la KT. Comment, dans la tête, toi, tu arrives à continuer à te remotiver pour aller s'entraîner? Parce que là, j'imagine que ça doit être vraiment difficile. c'est sûr que c'est compliqué, mais après, souvent, à ce stade-là, on a la possibilité de parler à quelqu'un. Donc, moi, j'avais un psy. Donc, ça me faisait du bien dans la tête. Après, l'entourage aussi était présent. Donc, ça me permettait aussi de minimiser les choses, hein. Et puis, à côté, j'avais mes études. Donc, je pensais à autre chose pour pas tomber en dépression, si je puis dire. Donc, ouais, tu te blesses et tu te remets beaucoup sur les études. Tu fais quoi à ce moment-là? Alors, je sais ce que tu fais aujourd'hui, mais pour les gens peut-être qui ne savent pas, tu as entamé des études de quoi? Alors, moi, j'ai fait des études de droit. Donc, je me suis arrêtée. Donc, j'ai eu ma licence. Et ensuite, je me suis arrêtée au Master 1, droit privé.
Et en parallèle, du coup, j'ai passé les concours de la police nationale. Et actuellement, du coup, je suis policière, je suis gardienne de la paix, pardon. D'accord. Tu as eu l'occasion aussi de faire, j'imagine, du coup, en judo, tout ce qui est militaire ou pas du tout? Les compètes militaires ou Alors, pas? militaire, non, mais police, oui. Donc, j'ai fait Oui, c'est championnat police d'ailleurs, d'Europe oui. police et Ok. j'ai fait championnat d'Europe police. D'accord. Donc, championne d'Europe de sambo, championne d'Europe de judo, police, troisième. Ça fait un beau petit palmarès. T'es blessé. Alors, toi, t'es dans la caté de Blandine Pont, Chirine Boucli. T'as combattu contre Blandine Pont il y a quelques années maintenant. Ça devait être quoi, 2019? J'ai vu quelques vidéos aussi Je sais de plus votre exactement, opposition. mais C'est elles qui arrivent à ce moment-là quand toi tu te blesses? C'est cette génération-là ou c'est encore un petit peu avant? ah non, non, c'est cette C'est génération-là. cette Voilà. génération-là. Aujourd'hui, comment tu vois les 48 kilos en toute objectivité, maintenant que tu t'es un peu éloigné du judo, comment tu vois ces 48 kilos et ces deux grandes judokates qui surperforment et qui sont vraiment monstrueuses? Ah ouais, elles sont très très fortes. Franchement, la KT 48, elle est très très forte. Avant, on avait du coup Amandine qui prenait le monopole. Donc c'est vrai qu'il y avait qu'elle, mais là, deux têtes d'affiche, c'est incroyable pour la France. Et je pense que au niveau mondial, de toute façon, elles ont montré leur niveau, hein. Elles font vice-championne du monde et cinquième, du Voilà, coup. donc non, c'est très fort. C'est une grosse catégorie en France. Après, j'ai envie de dire, chez les filles, toutes les catés Oui, sont... chez les filles, c'est à peu près médaille dans toutes les catés. 48 kilos, effectivement, tu parlais de Chirine Boucli et de Blandine Pont, mais tu as aussi parlé d'Amandine Bouchard qui, avant, du coup, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, était en 48 kilos pendant longtemps, mais qui devait faire énormément de régime et qui a choisi de passer en 52 kilos. Bien lui en a pris quand on voit les résultats. Je pense qu'elle a fait le bon choix. Hum, je vais te poser une question. Tu n'es pas obligé de répondre. D'accord. Mais tu n'es plus vraiment dans le judo, donc je me permets. Il y a eu des sélections pour les championnats d'Europe. Tu as vu que ça a fait un petit peu de remue-ménage, on va dire, la non-sélection de Blandine Pont. Qu'est-ce que toi, tu en penses, cette non-sélection, quand on sait qu'on doit prendre 9 athlètes et qu'elle n'a pas été sélectionnée alors elle perd en place de 3 des championnats du monde, qu'elle a perdu quasi que 3 fois, je crois, cette saison. Comment tu analyses ça et comment un sportif de haut niveau, il le vit, ces déceptions et parfois on peut sentir ça comme une injustice même. Malheureusement, c'est aussi ça le sport. Les sélections, des fois c'est incompréhensible. Je peux l'admettre. Mais moi, je suis pas très légitime parce que c'est vrai que j'ai pas trop suivi le judo. Je suis plus trop le judo. Je regarde de temps en temps, mais expliquer ça, je suis pas sélectionneur, donc je peux pas dire pourquoi une ou pas l'autre. Mais après, tu peux te mettre à leur place. Parce que j'imagine que tu l'as vécu aussi, des moments où tu pensais peut-être être sélectionné, t'as pas été sélectionné, qu'on doit retourner à la salle. Est-ce qu'il y a un petit temps où les entraînements ils sont durs, où la tête elle est pas dedans? Après, je pense, oui, Blandine, je pense qu'elle a du mal de vivre, et puis on l'a vu sur les réseaux, et c'est normal. Quand vous me dites qu'elle a pas perdu, enfin, elle a perdu que 3 fois dans Oui, je la... crois que c'est ça. Elle fait que 3 défaites cette saison, dont une au Master, mais dans des conditions un peu particulières. Je crois qu'elle avait choisi de prendre des vacances un petit peu avant parce qu'elle sortait des championnats du monde. Et c'était un peu compliqué, un contexte assez particulier. Et c'est pas la seule, hein. Il y a eu aussi la non-sélection de Ben Axus, Axel Clerget, Et je crois qu'il est qui rentré maintenant là est parce rentré que parce qu'il y a Max Gaël Ngayab qui est blessé. c'est ça. Mais effectivement, là, dans ces moments-là, on a besoin de faire appel à toutes ces cellules, on va dire, de psychologues, de prépa mentale. Il y a des athlètes qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Toi, tu disais que ça te faisait du bien. En quoi ça fait du bien, en fait? Tout simplement de pouvoir se livrer et pas se cacher, quoi. Parce que en tant que sportif, on est censé être fort, en fait. Au niveau des entraîneurs, au niveau de la famille, puis des fois on n'ose pas dire certaines choses. Et en fait, moi ce que j'aimais bien avec la psy prépa mentale, c'est que bah, ils étaient là pour nous écouter tout simplement et puis nous donner des petites billes pour aller de l'avant. Et puis ce sont des professionnels, donc ils sont aussi là pour ça. Et moi j'aime bien. En tout cas, moi j'ai bien aimé travailler avec ces professionnels-là. Mais maintenant, hein, je me connais, j'ai un peu plus d'expérience, donc je vois pas l'utilité. Mais si jamais un jour j'en avais besoin, j'y retournais les yeux fermés, En vraiment. sambo, c'est pas trop courant. Il y en a pas beaucoup des prépas mentales et des psys à disposition. Ou il y en a, c'est plus toi qu'on n'a pas forcément besoin en ce moment.
Alors non, il y en a pas enfin, il y a pas des psys ou des prépas mentales spécialement pour le sambo, mais je pense que n'importe quelle prépa mentale avec un Oui, sportif bien de sûr. niveau, ça fait l'affaire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Enfin, Tant que ça se passe c'est bien et que c'est ça. vrai qu'on n'a pas forcément besoin. Comment tu considères les gens qui ont du mal avec ça? C'est vraiment, faut avoir une sensibilité avec j'allais dire ces disciplines, mais en tout cas cet encadrement-là, où il y a des gens avec qui ça prend pas. Est-ce que pour toi c'est juste question de personnalité? Oui, je pense que c'est peut-être question de personnalité. Et puis des fois aussi, c'est question de oui, mais t'es faible dans la tête, quoi. Et le regard des autres, le jugement. Donc peut-être que ça joue aussi. Mais moi, ouais, je suis du T'en genre fous. où, voilà, quoi. Moi, mon objectif, c'est mon bien. Et tant que je te fais pas de mal, ce que tu penses de moi. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon état d'esprit. Et à l'époque où tu commences à faire donc ces séances psy, prépa mentale, c'est pas forcément encore hyper développé dans le sport. Aujourd'hui, comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui ça se démocratise? Aujourd'hui c'est presque normal en fait et on se pose plus la question. À l'époque, c'était un petit peu, alors j'allais dire mal vu, non, c'est pas le mot, mal vu, mais en tout cas effectivement il y avait de l'interprétation et du jugement là-dessus. Pourquoi? Bah, je pense que de plus en plus, des grands sportifs ne se cachent plus, se disent que bah moi je vois quelqu'un. Par exemple, Teddy Riner, je crois qu'il est avec enfin sa prépa mentale depuis le début, quoi. Hmm. Et on voit le palmarès de Teddy Riner aujourd'hui, on se dit bah Teddy elle fait Riner, du beau boulot. oui, c'est clair, elle a fait du beau boulot. Après, Teddy Riner, c'est un peu particulier parce que lui, effectivement, il a son staff attitré, hein, il a ses partenaires d'entraînement, il a même son coach en équipe de France qui lui est quasiment dévoué. Il s'occupe quasiment que de lui. Euh, Tu parlais de la prépa mentale qu'il suit partout et il a un rythme un peu différent des autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a recours à des prépas mentales et c'est bien parce que le sport, c'est aussi épuisant, plus peut-être mentalement que physiquement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est mentalement qu'il faut être fort parce que les échecs sont nombreux, les réussites aussi, mais souvent on a plus de mal à se remettre d'un échec. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est apprendre à perdre, c'est indispensable. C'est totalement vrai en fait. Souvent, nous, on veut tout gagner, mais en fait, quand on gagne tout le temps, bah, moi, ça me dérange pas de tout le temps gagner, mais c'est vrai que quand on gagne tout le temps, on n'apprend pas. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on apprend plus par la défaite que la victoire. C'est vrai. Parce qu'en échouant, on sait où on a échoué, on peut repartir au travail pour pouvoir être performant pour la suite. Et de plus en plus, les sportifs prennent conscience justement que la prépa mentale, c'est hyper important, parce que ça permet aussi d'avoir un équilibre. C'est un peu comme un prépa physique. À un moment donné, en sportif de haut niveau, on est tous du même niveau. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence parfois, notamment quand on était en judo, en fait, on était entre filles de l'INSEP. Et ce qui fait la différence le jour J, bah, c'est la tête, parce qu'on se connaît par cœur. On se prend tous les jours. Ouais, c'est clair. Donc, on ne découvre pas l'adversaire. Ce qui fait la différence, à un moment donné, oui, c'est la tête. C'est la tête qui gouverne tout, en fait. Et tu penses que le moment où pour toi, tu passes de ces blessures à, on va dire, la suite qui est un petit peu plus commune parce que tu sors moins sur le circuit, etc. La tête, à un moment, elle lâche pour toi ou c'est juste, c'était trop et t'as senti que ça y est, t'étais au bout de l'aventure. Non, parce que justement, moi, je m'étais dit, je veux terminer quand même avec une médaille au championnat de France. Parce que j'ai fait ma médaille au championnat de France cadet, mais j'ai jamais fait de médaille au championnat de France, que ça soit junior ou senior. Et justement, moi, je savais que j'avais le potentiel de faire cette médaille et je m'étais dit, bon, je veux finir sur ça quand même, parce que c'est hyper important au moins de dire j'ai une médaille en première div. Et donc, justement, l'année où je fais ma médaille, ben, je me fais virer de l'INSEP. D'accord. Tu vois, il y avait une partie où on allait parler de ton départ de l'INSEP. C'est très bien que tu l'abordes maintenant. D'accord, donc tu es viré de l'INSEP. Oui, en fait, ils estimaient que j'étais plus assez performante. Donc, ils m'ont dit gentiment que c'était terminé. Ils ont dit merci. Voilà, merci, au revoir. J'ai dit, bah, ok, il n'y a pas de souci. J'irai m'entraîner à l'IJ et puis je sais que je pourrais ramener cette médaille. Ouais. Et donc tu ramènes ta médaille en t'entraînant à l'IJ. Exactement. Ce qui est quand même assez fou. Tu passes des années à l'INSEP, qui est l'Institut donc, national du sport et de la performance, même de la haute performance.
tu ramènes rien, entre guillemets, nationalement parlant. Et au moment où tu t'en vas, tu ramènes une médaille. Est-ce que tu penses que c'est lié? Tu avais aussi une motivation encore plus supplémentaire de dire, bah, les gars, vous vous êtes trompés. Moi, je pense que c'est un peu joué, mais puis aussi, je pense que c'est la façon de s'entraîner. Peut-être que la façon dont je m'entraînais à l'INSEP ne correspondait pas à mon corps, tout simplement, parce que je me blessais souvent. Donc, ça veut dire que la charge, elle n'était pas adaptée et que c'était pas assez individualisé. Alors qu'à l'IJ, moi, je me gérais toute seule. Et bien sûr, des fois, c'est dur, il faut pas s'écouter, mais j'avais un peu plus d'expérience, de maturité. Donc, mon objectif, c'était ma médaille aux premières dives. Je faisais tout pour, donc je me suis pas posé de questions, je me suis dit ça va le faire et puis bah, ça a payé tout simplement. Et quand tu t'entraînes à l'INSEP, donc tu t'entraînais quotidiennement, à l'IJ, le rythme il est différent. Tu peux nous expliquer c'est quoi le rythme à l'IJ? Alors effectivement, IJ, Institut du judo pour les gens, parce que c'est vrai que nous on dit IJ, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément. IJ c'est l'Institut du judo, donc qui est situé dans le 14e. Et donc oui, le rythme est différent. oui, il est très différent, surtout que à ce moment-là, en fait, je travaillais. C'est-à-dire que je faisais des journées de 8h30, 17h45, j'enchaînais à l'IJ 18h30. D'accord. Ce qui fait que, en fait, j'avais faim, quoi. Je me suis dit, je fais pas tout ça pour rien, quoi. Et t'as pas fait tout ça pour rien, du coup. Exactement, et je me suis dit, je finis sur ça. J'ai quand même terminé sur la Bosnie. J'ai pas été très performante et comme j'avais entre-temps commencé le sambo, je me suis dit, bon, le judo, c'est terminé pour moi. Je vais voir ailleurs. Ah, c'est dur de se dire ça, mais c'est vrai que toi, t'as trouvé, on va dire, un second amour avec le sambo. On va juste finir sur le judo. Tu parlais de l'INSEP et de... Alors, tu parlais d'usine tout à l'heure, c'est un peu ça, hein, c'est une usine à champions. On les met dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent performer. Alors, ça marche ou ça ne marche pas. Mais faut aussi savoir que en parallèle, vous faites vos études et que la majorité ne va pas être de grands champions. C'est une réalité. Il y a énormément de monde, en particulier en judo. Aujourd'hui, si on prend les gens qui sont à l'INSEP, et bah, la majorité ils ne sortent pas sur les grands championnats. Ils sortent sur des Open, ils sortent sur des grands slams quand ils sont performants sur les Open ou quand c'est les sélections club. Mais la majorité ne performera pas. Quand on y arrive, quand on voit qu'on est derrière, il se passe quoi dans notre tête en fait de se dire bah voilà, je suis entre guillemets un second couteau, même si j'aime pas ce mot du tout, mais je suis derrière et je sais que ça va être très très compliqué parce qu'admettons j'ai une Amandine Bouchard devant moi. Comment on vit ça? Parce que on a peut-être envie d'arrêter, de se dire bah ça marchera pas, ou on se dit bah j'arrête comme toi, dès que je fais une médaille, c'est bon, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que peuvent se dire tous ces jeunes-là? Parce que ça reste des jeunes. Bien sûr, en fait, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de se dire que c'est sûr, on veut être champion. Et pour être champion, il faut s'entraîner. Et les études, c'est aussi un autre type d'entraînement. C'est-à-dire que quand on entraîne le cerveau et ça emmagasine de la fatigue aussi. Surtout quand on prend des études qui sont quand même, on peut dire, de haut niveau, hein, parce qu'à l'université, c'est pas simple. Et du coup, moi, dans tous les cas, quand je suis rentrée à l'INSEP, j'ai toujours dit que je voulais être en sport-études, c'est-à-dire faire du sport, mais aussi avoir les études, parce que j'avais conscience de ça, j'avais conscience du fait qu'on peut être blessé, et donc en étant blessé, c'est terminé. Et je voulais pas rester sur le carreau en me disant, bah en fait, t'as privilégié ton sport, et au final, t'es malheureuse dans ta vie parce que t'as rien, en fait. Et du coup, moi, j'ai eu cette maturité-là de me dire que je faisais le sport et les études. C'est très important. Et peut-être aussi, des fois, je me suis dit, j'aurais peut-être dû aussi peut-être me concentrer qu'au sport parce que, mine de rien, pendant que certains font la sieste, bah, parfois, moi, je révisais, quoi, et je me couchais tard. Donc, c'est aussi... Après, on peut se dire, est-ce que ça aurait changé ou pas? Bah, On ne le saura jamais, mais oui, voilà, c'est ça. c'est un choix et qui peut-être t'a amené aussi à changer on va dire, de voie après sportive. Mais c'est un choix que tu as fait. Donc toi, le conseil que tu donnes, c'est ne lâchez pas non plus Non, reste. non, il faut vraiment faire, enfin, se dire que c'est du sport-études. C'est vrai qu'en France, on n'a pas
cette notion là de sport-études. C'est plutôt tu fais du sport quoi, et puis les études on verra après. Mais non, c'est hyper important d'avoir les deux parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'une blessure. On n'est pas à l'abri aussi qu'on tombe sur meilleur que nous. Et j'avais pas envie de me dire je serais une frustrée de la vie parce que voilà, je fais quelque chose qui me plaît pas, parce que j'ai privilégié telle chose. Et donc au final, non, je garde de bons souvenirs en judo, même si j'ai eu des illusions. Et puis maintenant, je me dis, bah, je suis diplômée, je suis épanouie dans ce que je fais. Donc, pour moi, j'ai tout gagné, même si c'était pas l'objectif voulu en sport, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est une belle expérience. Donc, ne lâchez pas les études, continuez. Et puis le judo aussi, c'est un sport qui paye pas énormément, on va pas se Ah non. mentir. Ça va de mieux en mieux. Il y a des clubs qui font plus d'efforts aussi pour payer leurs athlètes. Il y a des grands champions, mais encore une fois, c'est pas la majorité. N'est pas Clarissa Agbenienou que tu connais bien qui veut. Et du coup, tu te dis, bah, judo fini. Je rencontre le sambo. Et d'ailleurs, comment vient cette rencontre? Pourquoi tu rencontres le sambo? Parce que c'est pas commun. Alors, en fait, je connaissais pas du tout le sambo. Et pendant la pandémie de Covid-19, là, mon entraîneur, qui était coach à Champigny, Samy, c'était aussi un coach de sambo. Et en fait, pendant la pandémie, on n'avait pas la possibilité d'aller en compète. Et cette année-là, justement, je me sentais vraiment forte. J'avais repris les entraînements. Je m'étais dit, ah, c'est sûr que je vais pouvoir performer. Et en fait, non, on ne pouvait pas s'exprimer. Seuls ceux qui faisaient Tokyo 2021 pouvaient partir à l'international. Donc j'étais dégoûtée. Et moi, j'aime bien m'entraîner, mais pour des objectifs, en fait, j'arrive pas à m'entraîner en me disant, oh, tu t'entraînes, tu te fais mal Pas pour pour rien. rien. Ouais. Je comprends. Et du coup, j'avais une perte de sens, en fait. Et Samy, il m'avait proposé de venir découvrir le sambo pour varier un petit peu ma façon de m'entraîner et puis de penser à autre chose. Parce que, ouais, j'étais pas en dépression, mais j'étais dégoûtée, quoi. Tout le monde était chez soi, on peut rien faire, c'est compliqué. Ouais, Après, j'avais la chance, puisqu'on avait la possibilité de s'entraîner. Mais voilà, l'entraînement, c'est pas pareil, ça non, remplace pas la compète. c'est ça. Ça remplace pas la compète. Donc tu découvres le sambo. Alors, tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est le sambo? Ça appartient à la fédé de lutte, mais c'est un mélange de plusieurs arts martiaux, dont le judo. Bah, je te laisse nous expliquer ce que c'est le sambo pour les gens qui connaissent pas. Exactement. Donc, le sambo, c'est une discipline qui est originaire de l'ex-URSS et donc qui mélange judo, lutte et grappling. Donc, il y a deux variantes en sambo. Donc, ça, c'est le sambo sportif, ce que je viens de décrire. Et puis, il y a le sambo combat qui rajoute les pieds et les poings. Toi, tu es en sportif. Moi, je suis en sportif. Pareil, le judo t'a beaucoup aidé dans la pratique du sambo. J'imagine ça t'a facilité un peu les choses. Tu as été performante très vite, on y reviendra après. Mais ça a dû... finalement, ça ne te changeait pas beaucoup, à part les tenues, qui sont pas si différentes en réalité, mais qui sont pas si différentes. Le haut est un peu pareil, on va dire. Tu peux saisir, etc. Donc, mais t'es pas pieds nus. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ce que tu as au pied, mais... Alors, en fait, la tenue, elle s'appelle la kurka. Et ensuite, en fait, c'est une veste qui ressemble un peu à celle du judo, mais il y a des épaulettes en plus. Et ensuite, on est en short. Donc ça, par contre, au début, c'était compliqué pour moi. Je passe du pantalon au short, là. C'était... Pantalon au short, pieds nus à des chaussures. Voilà, c'est ça. Donc des chaussures de sambo. Et ça se pratique du coup sur une surface de lutte. Et oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, mais pas vraiment. Moi, j'ai été voir le sambo parce que c'est pareil. Je suis pas un grand connaisseur de sambo. Pour l'occasion, j'ai été voir pas mal de combats. C'est vrai qu'on voit vraiment une dimension judo dans le sambo. Et la plupart, en fait, utilisent une majorité de mouvements de judo. Donc toi, je t'ai vu envoyer des Osoto, des Ippon, Seoi. Donc ça a été beaucoup plus simple pour toi de t'adapter. Je dirais pas beaucoup plus simple, mais c'est vrai que j'avais une facilité parce qu'effectivement, en judo, on travaille beaucoup le grip. Donc, oui, c'est un atout. Mais il y a quand même des spécificités dans le sambo, justement, tout ce qui est axé sur le grappling et la lutte. Enfin, en judo, on n'a pas le droit d'aller chercher les jambes, donc c'est un peu compliqué. On n'a plus le droit. Oui, moi, j'ai pas connu ça. Voilà. Tout ça pour me redire que je suis un peu plus vieux que toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais c'est vrai, on n'a plus le droit, mais c'est... Alors, le judo a connu effectivement un petit peu une époque où on pouvait ramasser les jambes. C'est ce qui plaisait bien aux pays de l'Est, d'ailleurs. Et toi, donc, tu peux le faire.
en Voilà, c'est sambo. ça. Et justement, c'était cet aspect qui m'intriguait en fait. Et puis les spécificités, clé de genou, clé de cheville, Ce qu'on peut pas en judo pour le coup. exactement. Donc ça m'a vraiment attiré. Et puis aussi, ce qui change aussi au niveau du sambo, c'est la prise de garde. En fait, les shido, ils tombent moins facilement qu'en judo. On En- appelle ça Shido aussi? Non, non, c'est des pénalités. D'accord. Mais par exemple, en croisé, on peut rester en croisé pendant les 5 minutes si on veut, alors qu'en judo, c'est pas possible. Judo, c'est très peu de temps maintenant. C'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est tout ça qui m'a plu dans le sambo. Et oui, le fait d'avoir été judoka avant, c'est sûr, ça facilite un petit peu, mais aller chercher les jambes, c'est aussi un travail compliqué. Et les pays de l'Est, pour le coup, elles sont très spécialisées dans ça. Donc voilà, j'ai encore du boulot, quoi. Bon, alors, on va remettre dans le contexte. Tu as encore du boulot, mais tu es championne d'Europe. Euh, Quand tu décroches ce premier titre, parce qu'il y en a plusieurs, du coup, quand tu décroches ce premier titre, après quoi? C'est quoi? 2 ans de discipline de sambo? Même pas? Un an? Après un an? Donc, je suis pas très doué, mais je décroche mon premier titre après un an. C'est pas mal, ok. Moi, j'aimerais bien pas être doué comme toi. Et donc, tu décroches ce premier titre très vite. Euh, à quoi c'est dû selon toi? C'est juste que c'est un sport qui te parle et que tu t'es donné à 2000%. Est-ce que tu as des prédispositions, tout simplement, ou le travail? Franchement, je pense que c'est un sport qui me parle. Je pense que peut-être que je me suis trompée de discipline. Ah, dis pas ça, t'as performé en judo quand même, c'est pas... C'est vrai, mais je sais pas, j'aime beaucoup plus le sambo que le judo. Parce que c'est Ce vraiment sera coupé différent. au montage. Ce sera coupé parce que voilà, hein, le judo, voilà, le judo. Mais non, mais après, le judo, ça m'a beaucoup servi, ça me sert beaucoup. Je pense que si j'avais pas eu ce passif du judo, peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas effectivement médaillée au championnat d'Europe. Non, non, le judo, ça me sert beaucoup dans le sambo, mais je sais pas, je découvre une discipline que j'aime, quoi. Enfin, vraiment, je suis épanouie. Mais ça c'est génial de se dire, c'est une seconde vie pour un sportif de haut niveau quand il Exactement. fait un premier sport et que ça se passe pas comme il l'avait espéré, ou en tout cas pas aussi bien qu'il l'avait espéré. Derrière, tu retrouves une discipline et tu as l'impression que bah, tu as peut-être 10 ans de moins quand tu avais découvert le judo de haut niveau. C'est un peu ça, cet état d'esprit que tu as en ce Exactement, moment. c'est exactement ça, vraiment. Et là, donc on parlait tout à l'heure des World Combats que tu as fait ce week-end en Arabie Saoudite. Tu as fait troisième. Derrière, c'est quoi la suite pour toi? Parce qu'il y a d'autres échéances qui vont très vite approcher, j'imagine. Et des championnats du monde peut-être. Exactement. Donc oui, j'ai les championnats du monde dans 2 semaines en Arménie. D'accord. Donc dans 2 semaines, on est mi-octobre, donc c'est début mi-novembre. C'est ça, D'accord. Ok, en Arménie. c'est ça. Et après, ça va être la fin de ma saison. Un peu de repos. Ah, vous, les saisons, d'accord. En sambo, les saisons se finissent en décembre. C'est ça, exactement. D'accord. Là où au judo, effectivement, on est plus sur le rythme été où il se passe moins de choses. Ok, en sambo, c'est en décembre. Et ta catégorie de poids? Alors, en sambo, c'est 50 kilos. En judo, c'est 48. Tu as 10 ans de plus, tu n'as pas changé de catégorie. Euh, Ah si, parce qu'en judo, je pense que si je revenais, je serais une 52. d'accord. Ok, ok. Je me dis, je ne ferai plus de régime. C'est plus possible. Et d'ailleurs, ces régimes, tu dois en faire aussi en sambo. Tu en fais beaucoup. Non, pas du tout. Enfin, ma coach, si elle m'entend, elle me dira, mais non, tu fais pas de régime. Parce que j'ai 2 kilos, mais en fait, je fais juste attention, quoi. Je réduis le coca, je mange pas de bonbons. Sportif de haut niveau, quoi. Tu limites les excès. C'est ça. Ok, donc là, tu pars sur les championnats du monde. Tu as fait une prépa spécifique. C'est quoi une préparation en sambo par rapport à une préparation en judo? Elle se situe où, la différence? Alors, moi, personnellement, je suis un peu. Enfin, je me gère un petit peu toute seule parce que je suis licenciée dans le Nord. Et du coup, pour pouvoir aller chercher ces spécificités-là, parce qu'effectivement, en sambo, on n'est pas beaucoup. Donc, c'est un peu compliqué de s'entraîner en sambo, je vais pas vous cacher. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'entraîne à la MK Team, donc D'accord. tout ce qui est jiu-jitsu brésilien et grappling, pour justement aller chercher ces spécificités-là. Et puis, je garde le judo, donc je m'entraîne à l'IJ aussi pour garder cet aspect grippe, parce que comme vous disiez, c'est du judo un petit peu. C'est indispensable, c'est indispensable. C'est ça. Donc, Villeneuve d'Ascq, ton Exactement. club, c'est important de signaler comme ça. Et MK Team, effectivement, et la majorité des judokas aujourd'hui font du JJB, du jiu-jitsu brésilien. Et la MK Team est un des endroits où ils vont le
le plus souvent? Tu te retrouves aussi avec les judokas du coup Alors, là-bas? oui, enfin, je les croise pas parce que ce qui est bien à la MK Team, c'est qu'il y a des horaires toute la journée, donc c'est génial, il y a toujours du monde. Donc, on n'a pas le même emploi du temps, donc des fois, j'en croise et pas tout le temps. D'accord. Mais oui, la MK Team, c'est génial parce que les entraîneurs, ils sont doués. Et quand on voit ça, je me dis, mais en fait, en judo, on ne sait pas ce que c'est que le sol, en fait. Bah, c'est pour ça que ça, en France en particulier, parce que si on prend les Japonais qui sont plutôt doués, euh, après il y en a pas énormément des judokas qui sont très doués au sol. Les Japonais ont mis beaucoup d'énergie, on va dire, à pratiquer le sol. Quand on est judoka, et je l'ai été, on va pas se mentir, le sol c'est souvent chiant. Ça nous gonfle un peu de faire du sol, mais c'est indispensable et aujourd'hui, sur certains combats, bah, ça fait la différence. Et au judo, on commence à s'en rendre compte aussi. Et de plus en plus de monde travaille le sol. Toi, tu parlais des clés de genoux, des clés de cheville. Ça, tu as dû tout apprendre pour le coup. Parce que ça n'existe Exactement. pas en judo. Ah non, non, j'ai dû tout apprendre. Et puis même au début, j'avais de l'appréhension parce que se faire choper la cheville, là, c'est pas drôle. Mais d'ailleurs, le, le sambo est pratiqué par certains athlètes en MMA, en particulier tous ceux de l'Est, Tadjikistan. C'est quoi? C'est ça, avec Tadjikistan, je me trompe pas, Khabib Nurmagomedov, Ouais, tout donc ça. les plus grands champions qu'on a pu Fedor. voir aussi, voilà, Fedor. Donc, c'est très pratiqué dans les pays de l'Est, un peu moins en France. Est-ce que ça va se démocratiser, selon toi, le sambo, et se développer comme a pu le faire le MMA? Est-ce que c'est possible pour le sambo? Alors, moi, c'est mon vœu, hein, le plus cher, hein, pour faire découvrir ma discipline et puis faire qu'il y ait plus de pratiquants, ça serait incroyable. Même au niveau de l'adversité en France, ça permettrait de mieux se préparer aussi, hein, parce qu'effectivement, les personnes très performantes, les personnes très performantes sont ceux issus des pays de l'Est, notamment les Russes, les Kazakhs, tout ce qui est Ouzbékistan. C'est vraiment très très fort. Et nous, en France, on manque un peu de ça parce que souvent, c'est des judokas qui découvrent un petit peu cette deuxième vie du sambo. Et bah, les spécificités, on les a pas, quoi. On compète, on tombe contre une judoka. Donc voilà, on sait pas ce que c'est que le vrai sambo. Tu t'es déjà fait attraper au sol en compète et tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ou t'arrives à gérer? Ah, non, non, je me suis déjà fait attraper au sol. Et bah, justement, ce week-end, je perds comme ça. Et oui, je me dis, j'ai bien fait de signer à l'MK Team, quoi. Il va falloir qu'encore travailler le sol parce que, voilà, je pense que les filles, elles se disent debout, bah, ça se voit, physiquement debout, je tire la route, sans être prétentieuse. Mais bah, les deux matchs que j'ai perdus cette année, donc ce week-end et puis en Serbie, c'était au sol. Et voilà, je pense que c'est mon point faible et je vais travailler dessus pour pouvoir être Plus performante après par la exactement, suite et gagner tes combats au sol, exactement. ce serait top. La Fédé, donc en sambo, c'est un peu particulier. On est dans alors je vais pas dire un conflit, mais en tout cas, c'est un peu tendu entre deux. Alors, c'est pas vraiment deux fédés, c'est une fédé et une association, si j'ai bien compris. Tu peux nous expliquer un petit peu cette espèce de quiproquo entre les deux? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement la base du conflit, mais je sais qu'effectivement, il y a la fédération de lutte qui est censée chapeauter le sambo parce qu'elle a l'habilitation ministérielle. Donc, c'est elle qui délivre les statuts de sportifs de haut niveau, qui est censée gérer le sambo en France. Et puis, de l'autre côté, on a une association bah, qui veut aussi pouvoir avoir le monopole du sambo en France. Et le souci, c'est que bah, du coup, les deux ne s'entendent pas et bah, par rapport aux athlètes, c'est un peu problématique dans le sens où bah, la fédération, nous, on organise des championnats de France. Et de l'autre côté, ils organisent des challenges nationaux. Et bah, du coup, on a, entre guillemets, deux champions de France. Et pour partir à l'international, c'est un peu comme le judo, c'est un par caté, comme le judo au niveau des jeux. C'est-à-dire que pour faire les Europes, les mondes, c'est un par caté. Donc au final, quand on a deux champions, on fait comment pour départager C'est compliqué. Voilà. Compliqué. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que bah, les athlètes sont un petit peu pris là-dedans, mais On n'a pas le choix. voilà. Et toi, tu appartiens auquel des deux, du coup, actuellement?
à Fédé ou l'association? Alors moi au début, pour être honnête, j'étais avec l'association parce que je n'étais pas au courant de cette situation. Pour moi, en fait, la personne qui avait le monopole des sélections internationales, c'était l'association. Parce que au tout début, l'association, elle était rattachée à la Fédé. Et en fait, pour la petite anecdote, à 2 semaines du championnat d'Europe, enfin 3 semaines, allez, j'ai appris que je faisais pas les Europes parce que justement la Fédé, en fait, c'est elle qui est légitime pour envoyer des personnes à l'international, avait réussi à mettre une concurrente à ma place dans ma caté. Et le sort a fait qu'elle n'a pas pu y aller, donc j'ai participé avec donc l'association. De base, tu devais même pas y être. Non. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, moi quand j'ai pris conscience de ça, j'avais pris une licence à la Fédé, quoi, parce qu'on m'avait pas indiqué tout ça, quoi. Et du coup maintenant j'appartiens à la Fédé et puis je resterai avec la Fédé parce que c'est elle qui me permet d'avoir mon statut de sportif de haut niveau et de bénéficier justement des avantages au niveau de mon travail, notamment du fait de me dégager du temps pour pouvoir m'entraîner sérieusement, quoi. Justement, ça, on va y revenir juste après, par rapport à ton travail, comment tu concilies les deux. Mais il se passe un petit souci, néanmoins, sur les grandes compétitions, c'est que, par exemple, l'hymne, on ne te le joue pas. Donc, tu montes sur le podium, et quand on est sportif, on sait que... Alors, ça peut paraître... anodin pour certains, ou en tout cas pas aussi significatif, mais ça fait partie du sport de haut niveau. Normalement, quand on monte sur la plus haute marche, on joue notre hymne national. Toi, tu n'as pas eu l'occasion jusqu'à présent qu'on joue l'hymne français. Est-ce que ça fait vraiment quelque chose ou la médaille suffit? Alors, ça fait un peu quelque chose dans le sens où on se dit on est sous bannière neutre à cause d'un conflit avec la Fédé et l'association, quoi. C'est ça, hein. La Fédération internationale, elle se dit tant que le souci n'est pas réglé, ça sera comme ça et pas autrement. Donc c'est un peu dommage dans le sens où, je sais pas d'être chauvin, mais je sais pas moi, quand on gagne et pour la France, on a envie effectivement que résonne notre hymne national. Et puis ça doit faire quelque chose de particulier pour le coup. Mais bien sûr. Mais bon, maintenant, je relativise et je me dis, c'est bien, t'as ta médaille. De toute façon, ça te dépasse. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis, j'espère qu'ils vont s'entendre un jour pour qu'on puisse être tous ensemble, quoi, parce que c'est ridicule et on est censé être ensemble pour le sport, quoi. Et puis, vous êtes sous bannière neutre, du coup, là où d'autres pays sont sous bannière neutre pour des raisons politiques, des raisons beaucoup plus graves, j'ai envie de dire. Et nous, on est sur un conflit interne. Donc, ça perd du sens et ça... Alors, ça, c'est mes mots, ils vont m'appartenir, mais ça devient presque ridicule parce que c'est les athlètes qui en payent le prix, en fait. Et c'est vous qui subissez cette situation. Vous en parlez entre vous, entre athlètes. Ah oui, moi j'ai des amis qui sont de l'autre côté. Par exemple, moi mon copain, il fait aussi du sambo, il est de l'autre côté. On vit toujours ensemble. D'accord, donc lui, c'est la guerre à la maison du coup. Non, du tout, mais c'est parce que lui, il est resté dans mon club, enfin le premier club, le club de Samy. Moi, j'ai quitté, du coup, vu que je suis avec la Fédé, j'ai pris un autre club. Mais non, ça se passe bien, on s'entend bien. Il y a d'autres collègues qui sont aussi dans l'association. Il n'y a pas d'animosité parce qu'entre sportifs, en fait, on est là pour faire du sport. On n'a pas à se soucier de tout ce qui est problèmes politiques internes, etc. Donc, non, entre nous, tout va bien. Tout va bien. C'est juste, c'est plus haut, ça nous dépasse, quoi. Ça vous dépasse. Et tu penses que ce problème peut être résolu dans un avenir proche ou c'est vraiment une situation qui dure maintenant depuis un moment? Ah oui, la situation, elle dure et j'espère qu'elle va pouvoir évoluer. Et en tout cas, je pense que la fédération de lutte, elle essaye de faire en sorte que ça évolue. Est-ce que l'association, elle aussi, là par exemple sur les championnats du monde, ils se sont entendus pour avoir une liste commune, donc c'est déjà un premier pas. Je trouve ça bien, quoi. Ok, donc là, admettons, si tu pouvais remporter le titre, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'il pourrait y avoir Marseillaise ou pas du tout? En fait, c'est parce que c'est pas encore réglé au niveau international. Je ne sais pas du tout. Pour le coup, je sais pas. Mais on espère. On espère que tu puisses avoir l'hymne. Déjà, on espère que tu gagnes. Oui, ce serait top. Ta famille, quand ils ont vu que tu es passé du judo au sambo, alors ta mère, tu disais, elle était déjà pas hyper chaude sur le judo.
Là, tu lui as dit, bah, on va rajouter des clés de genoux, des clés de cheville, et puis en plus, on va lutter. Comment elle a pris ça? Parce que du coup, là, tu lui as remis un deuxième coup. Oui, ma mère, elle me dit, franchement, elle comprend pas parce que je suis toute petite Ça veut rien dire, hein. Ça, et j'aime bien la bagarre du coup. Elle me disait, non, mais c'est pas possible. Mais après, elle était contente pour moi. Et puis, bah, les résultats font que ça te bah, donne raison. elle est fière aussi. Et ça te donne raison. Pour le coup, ton choix de carrière est probablement le bon. Euh, Elle s'est déplacée déjà voir les compètes en sambo ou pas encore? Non, pas encore. Cette prochaine échéance, peut-être, elle sera là. Alors, Non, 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 elle est pas. non, c'est un peu trop loin. Enfin, c'est. Non. Mais c'est à Abu Dhabi, tu nous as dit, c'est ça? Oui, non, non, c'est en Arménie, là. Ah oui, Arménie, je sais pas, tu m'as parlé Abu Dhabi, d'Abu c'était Dhabi. les championnats du monde en junior. D'accord, ouais. Je vais remettre dans l'ordre. Ok, c'est en Arménie, donc c'est pas trop loin finalement. Non, mais parce que ma mère, elle est restée en Elle est Guyane. restée en Guyane. Ah oui, et donc du coup, tu arrives à retourner en Guyane de temps en temps Alors, ou c'est compliqué? ça fait longtemps que je suis pas rentrée. Parce D'accord. qu'avec le judo, bah, tu connais un petit Ouais. peu les stages d'été. Puis bah, le billet pour aller en Guyane, il est cher. Donc, il Hmm. faut des bonnes périodes. Et ça tombe un peu mal. Et puis, il y avait le travail, il y avait les études. Enfin, c'est plutôt elle qui venait pour me voir. Et avec la police, tu n'as pas possibilité de rentrer quand c'est comme ça. Ils t'aident pas pour pouvoir rentrer. Je sais pas. Je sais que dans la fonction publique, par exemple, ça se fait beaucoup où il y a ce qu'on appelle les congés bonifiés qui te permettent de rentrer tous les 2 3 ans. Ça, là, Alors maintenant, oui, je vais pouvoir en bénéficier puisque maintenant, je suis gardienne de la paix. d'accord. Donc, en tant que gardien de la paix, je suis titulaire de la fonction publique. Donc, oui, je vais pouvoir en bénéficier. Donc, pas maintenant parce que, Est-ce que tu commences du coup, voilà, c'est ça. Mais oui, oui, ça va être une possibilité. là, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas rentré? La dernière fois que tu es rentré, c'est il y a combien de temps? Je dirais, Longtemps là. je dirais 5 ans. 5 ans, d'accord. Et c'est difficile de vivre comme ça, loin de ces. Alors, aujourd'hui, même si tu as construit ta vie aussi en métropole, tes racines restent en Guyane. Comment t'appréhendes tout ça? Ça doit être difficile. Et est-ce que tu t'y es fait ou est-ce que tu as toujours un moment où tu te dis, bon, là, faut que je rentre quand même? Parce que là où d'autres vont puiser leurs ressources ici, on va dire, en métropole, toi, tu peux pas. Et comment tu vis ça? Bah, au début, c'était compliqué. Mais maintenant, j'ai un peu l'habitude. Et puis, bah, j'ai ma mère tous les jours au téléphone. J'appelle FaceTime. 3 4 fois par jour. Des fois, elle en peut plus. C'est elle qui veut. C'est pour ça qu'elle vient pas en fait. Et puis, bah, pareil. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai ma marraine qui est ici. Et j'appelle aussi Alex et Joël. C'est mes grands-parents de cœur. Je les appelle tout le temps aussi. Donc, ah, j'ai toujours cette attache avec la Guyane, même si j'ai pas la possibilité d'y aller tout le temps. Je garde contact avec les gens que j'aime. Donc, ça me va aussi. Tant mieux. Le sambo en Guyane, c'est quasi inexistant, j'imagine. Non. Parce que déjà dans les dom-toms en général, alors le judo c'est beaucoup démocratisé, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Guyane, à La Réunion, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais le sambo, déjà en métropole, il n'y en a pas énormément de clubs de sambo. En Guyane, est-ce que ça existe vraiment un club de sambo? Ah non, 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 je pense pas. Bah, tu Ça vas peut-être le créer derrière. Exactement, pourquoi pas, ça serait énorme. Ce serait bien pour démocratiser et pour Exactement. le développer. Toi, donc, tu nous parlais des championnats du monde. Et à long terme, c'est quoi tes objectifs? Tu as envie de continuer sur le sambo encore longtemps? Ça va jusqu'à quel âge une carrière en sambo? Bah, je ne saurais pas vous dire parce que là, par exemple, sur les World Combat Games, on était en équipe et justement, la Biélorusse qui était avec nous, bah, j'ai appris qu'elle est maman de 2 enfants. Donc, donc je ne sais pas. Après, on peut être maman à 20 ans et après revenir, hein, ça marche. Mais non, c'est récent et je crois qu'elle a la trentaine, elle a plus de la trentaine. J'étais choquée quand j'ai découvert ça. Donc c'est une carrière similaire à peu près au judo qui peut durer peut-être un peu plus longtemps. Ah oui, oui, je pense 35 ans, mais bon, j'irai pas jusque-là, je pense. Moi, je vais faire un peu l'idiot parce que vraiment, je connais pas. Sur un tableau de sambo, de compète, vous êtes combien? Parce qu'en judo, on peut être énormément. En Ah, sambo, vous êtes combien? Alors, en sambo, on est un par pays. D'accord. Donc, il n'y a pas tant que ça de pays qui pratiquent le sambo. Donc, par exemple, au championnat d'Europe, on était une dizaine. D'accord. Au championnat du monde, on était une quinzaine.
Et là, pour les World Combat Games, vu que c'était les 8 meilleurs mondiaux, bah, on était Vous 8. étiez huit. Vous étiez huit. Ok, et la plupart, c'est Russie, Pays de l'Est. Pays de l'Est, on a aussi les Venezuela qui est pas mal. J'ai vu des Espagnols aussi sur le circuit. Exactement, les Espagnols, il y a des Italiens. Mais ceux qui performent vraiment, bah, c'est les Russes, hein. C'est un sport de Russes, donc oui, ils sont très très forts en... Et en plus de lutte, ça, c'est tout ce qu'on aime dans les pays de l'Est. Ah ouais, non, ils sont très très forts. Bah, sur les championnats d'Europe, à chaque fois, c'est drôle parce que dans les résultats, il y a toujours russe, russe, russe. Là, il y a ma tête. Russe, russe. Ma tête, bannière neutre. Ok. Bah, eux aussi, ils sont bannières neutres. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc il n'y a pas beaucoup de... Mais je l'ai vu, ça, c'était au championnat d'Europe, je crois, où c'était 3 bannières neutres et une espagnole, je crois. C'est ça. Quelque chose comme ça. c'est ça. Ok, donc oui, c'est assez particulier. Qu'en fait, on est russe, France et Biélorussie, nous sommes en bannière neutre. Ouais. Et aussi, on a la team réfugiés parce il y a des Ok. athlètes réfugiés aussi qui sont sous Ce qui est bannière très neutre. bien. Ce Donc, qui est très bien. Ok, et je vais finir avec une question à 10 000 euros. Est-ce que tu penses que le sambo peut devenir un jour sport olympique ou c'est compliqué, on en est encore loin? Alors, le sambo est un sport olympique. Il a eu la reconnaissance par le Comité international olympique par Tokyo en D'accord. 2021. Donc, pourquoi pas un jour? Mais en tout cas, ça ne sera pas 2028 malheureusement parce qu'ils ont sorti... Ah, j'ai cru que j'avais loupé un truc. Non, non, du tout. D'accord. Non, non, ils n'ont pas mis le sambo. Puis, la situation géopolitique fait aussi que je pense que c'est compliqué hein, parce que c'est Los Angeles 2028 et Ouais. c'est un sport russe. Donc, Et ça, c'est pas frustrant quand on est athlète de haut niveau de se dire que peut-être les Jeux Olympiques, on les verra jamais? Parce que c'était ton rêve de judokate, c'est ça. ça s'est pas forcément passé. C'est ton rêve de samboïste et il y a peu de chances que ça se passe. Après, il y a les Jeux mondiaux en 2025 en Chine. Donc, ça ne sera pas les Jeux olympiques, mais c'est tout comme pour moi. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Donc, ça sera Les Jeux mondiaux qui existent aussi en judo, qui exactement. ont eu lieu, alors je sais plus où est-ce que c'était cette année. C'était aux États-Unis, je crois. Je sais plus, non, je crois que c'était dans... Bon, bref, peu importe, en tout cas, ça a eu lieu cette année, ça existe. Mais c'est top d'avoir aussi... ça te fait un équivalent, en tout cas, c'est Oui, comme ça que tu le prends. exactement. Et puis, de toute façon, j'avais passé hein, la page Jeux olympiques en arrêtant le judo. Donc, et puis, je me dis, les Jeux mondiaux, c'est aussi bien. Je fais des Europes, je fais des mondes, je fais les Jeux mondiaux. Enfin, j'aimerais bien les faire parce que pour l'instant, j'y suis pas, mais je suis bien partie pour. Donc, c'est l'objectif, effectivement. Puis, je peux me contenter de ça. Il n'y a pas que les Jeux olympiques dans la vie. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que quand on est sportif, c'est... C'est le Graal, mais il y a le d'autres Graal, Graals. le rêve. Et en particulier pour les sports de combat, ça a une dimension particulière. Pour nous, judoka, parce que tu restes judoka à vie, hein, les Jeux Olympiques, c'est un truc assez incroyable. J'écoutais il n'y a pas longtemps, c'était Axel Clerget qui racontait un petit peu les insides des Jeux Olympiques. Ça donne envie, ça fait presque des frissons. Et là, c'est à Paris, donc forcément, ça prend une dimension exceptionnelle. La dernière chose que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils pratiquent le sambo, pour leur donner envie d'aller s'inscrire à Villeneuve-d'Ascq ou je ne sais où en club de sambo. Je ne sais même pas s'il y en a sur peut-être la région parisienne. Oui, il y a Clé-Souilly. Il y D'accord. a Clé-Souilly, il y a aussi Villejuif. Même s'ils sont rattachés à l'association, ça reste un très bon club de sambo. Donc, Ok. c'est la team Sambo Fighter. Et puis, ouais, je crois que c'est tout. En région parisienne, il n'y en a pas tant que ça. Sur Paris aussi, mais c'est une branche, je crois, de Clé-Souilly. Donc, D'accord. Et donc, tu dirais quoi à tous les plus jeunes ou les plus anciens, d'ailleurs, qui veulent se mettre au sambo? Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner envie? je leur dirais que si vous aimez le judo et que vous aimez aussi vous challenger, venez découvrir le sambo. Et les bienfaits. Est-ce que... Alors, j'avais dit c'est la dernière question, pas du tout. Il y a une question qui m'est venue. Parce qu'au judo, on parle beaucoup des valeurs morales, de tout ce que ça inculque en dehors de l'aspect sportif. Ça a dû beaucoup aussi influer sur ta vie, sur ta carrière. En sambo, est-ce qu'il y a aussi ce côté moral qui est très développé? Ah, bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a le respect de l'adversaire. On se salue pas, on serre la main. Oui, j'ai vu ça. Oui, On serre la main. Et puis même en dehors, quoi. Sur le tapis, c'est sûr que c'est la guerre, un peu comme le judo, mais ça n'empêche pas de créer des liens avec les adversaires à l'issue. Donc oui, il y a beaucoup...
un peu comme tous les sports, j'ai envie de dire, on a ce côté un peu moral. C'est sûr, ça fait un peu bizarre, antinomique, on se dit, bah, vous combattez quand même, mais non, il y a le respect quand même. Il y a le respect et c'est aussi ça le sambo, c'est le respect. Bon, tant mieux, ça devrait aider encore plus les gens à aller pratiquer le sambo. Donc n'hésitez pas à aller tester même, voir si ça vous plaît. Qui sait, peut-être un jour, moi aussi je me mettrai au sambo. Mais je suis pas sûr, je suis pas encore prêt. Mais non, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Sephora, merci Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Le dernier mot est pour toi. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, faire passer un message, ce que tu veux? Non. Bon, non, pas du tout. Tant mieux, c'est que ça s'est bien passé, c'est que tu Oui, as été bien. Moi, je vais juste terminer en remerciant. Alors, tout d'abord, je vais remercier le Forum des images qui nous accueille aujourd'hui pour ce podcast et qui nous accueille pour certains podcasts et qui nous accueilleront encore dans le futur, qui nous prêtent les locaux. Donc, c'est vraiment top. Donc, je les remercie pour ça. Et je vais remercier encore deux personnes. Les premiers, c'est Yuko Store, donc, qui me font ces petits vêtements, tu vois, spéciaux du judo, qui est un magasin de vêtements en ligne qui fait des vêtements de judo. Et avant de partir, tu as le droit à ton petit cadeau quand même. oh, Tiens, je t'offre ça. Hop là, c'est pour toi. wow, C'est merci. comme on est chez Dixième Dan, et bah, tu as le droit à ta Dixième Dan personnalisée. Et je remercie pour le coup Valérie Schuller, qui est une artiste qui fait justement des peintures liées au judo, mais pas que, et en particulier liées au judo, et qui en a fait des magnifiques. Donc c'est ta Dixième Dan, ceinture rouge. Voilà, tu l'auras eu. Donc merci à elle et merci à toi. C'était vraiment, vraiment un plaisir et on te suivra très attentivement pour les championnats du monde. Je mettrai peut-être aussi des liens dans la description pour le club auquel tu appartiens, que les gens puissent aussi aller voir un petit peu ce qui se passe en sambo et ce que tu fais. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup. Et à Merci bientôt pour tout votre le monde. accueil. Avec plaisir. Ciao, ciao.